Production de bananes biologiques au Pérou. Presque toutes les bananes exportées par le Pérou sont biologiques, représentant ainsi près de 3% de la production de bananes biologiques au niveau mondial. En 2014, la production bananière péruvienne occupait environ 500 hectares, soit près de 4% de la superficie mondiale consacrée à la production de bananes. Elle se concentre dans les régions septentrionales de Piura, Tmbe et Lambaye où les bananes sont principalement cultivées par de petits exploitants dans des fermes de moins de 3 hectares. Depuis que le pays a démarré sa conversion de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique à la fin des années 1990, plus de 80% de la production de bananes s'est concentrée dans la vallée du Chira à Piura 1. Entre 2010 et 2015, la production de bananes biologiques a augmenté de 94% au Pérou de 5% des bananes produites au Pérou sont exportées par près de 7,000 petits agriculteurs. Entre 2014 et 2015, les exportations ont augmenté de 19%, atteignant 145 millions de dollars US et près de 190,000 tonnes 3. Les bananes péruviennes sont exportées vers 15 pays. Les États-Unis en sont les premiers importateurs, suivis par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Corée du Sud, la Finlande et le Japon 4. Facteurs ayant influencé le développement de la production de bananes biologiques au Pérou. Faible niveau de précipitation dans les zones de culture, réduisant considérablement les investissements dans le drainage. Faible incidence de la cercosporiose noire. Climat tropical et conditions météorologiques favorables. Les petits agriculteurs se sont regroupés en associations, ce qui leur a permis d'être plus compétitifs sur les marchés internationaux, d'avoir un meilleur pouvoir de négociation et d'obtenir de meilleurs prix. Un accord tarifaire bénéfique entre l'Union européenne et l'Amérique latine, établi en 2012, a encouragé les exportations globales de bananes du Pérou, augmentant de ce fait la production biologique. Exemple de Solidaridad 5. Solidaridad est une organisation internationale à but non lucratif qui cumule plus de 45 ans d'expérience dans le domaine des filières durables. Au Pérou, Solidaridad collabore avec la filière de la banane biologique par le biais de son programme sur les fruits en impliquant les acteurs principaux pour parvenir à une production agricole plus efficace, résiliente et responsable. L'organisation a été l'un des principaux promoteurs de la filière de la banane au Pérou, et dans les premiers producteurs à obtenir des certifications, à s'organiser et à être autonome. Le processus de production biologique ci-dessous a été mis en place dans les fermes péruviennes associées à Solidaridad. Le processus étape par étape. 1. Sélection du terrain. A. Le terrain doit être situé à proximité d'une voie d'accès et d'une source d'eau. B. Un plan topographique est réalisé afin de localiser correctement l'infrastructure d'irrigation et de drainage. C. Avant la préparation du sol, une analyse et une excavation doivent être effectuées pour étudier les différents profils de sol. 2. Préparation du sol. A. En cas de compactage, utilisez une charrue profonde tractée par un tracteur à ciseaux de 40 cm. Une charrue sous-soleuse peut être utilisée pour les cas extrêmes de compactage. B. Les charrues chiselles facilitent la pénétration verticale des racines, augmentant ainsi la résistance à la sécheresse, brisant les couches dures du sol et facilitant l'échange de gaz dans le sol. 3. Creusement. A. Le sol est humidifié et une cavité de 40 cm signe de multiplication 40 cm signe de multiplication 40 cm est creusée, prenant en compte la taille des graines. Un ensemencement trop superficiel affecte la production de la plante en raison des effets de périodes de sécheresse courte ou prolongée. Il faut noter la couche superficielle ou couche arable, 30 cm, du sol a une teneur en matière organique et nutriments supérieure à celle des couches inférieures. B. Il est important de creuser plusieurs jours avant de planter pour favoriser l'aération du sol et d'y ajouter une couche de compost. On peut utiliser un kg de compost, 300 g de guano et 100 g de sulpo-mag. Le mélange est placé au fond de la cavité afin de nourrir les racines par la suite. On peut ajouter de la roche de phosphate en cas de carence en phosphore. 4. Sélection de la semence. A. Les semences doivent provenir de centres de production certifiés biologiques.
Les plantes doivent être exemptes d'agents pathogènes, vigoureuses, avec une production soutenue, entre 12 et 13 mains de bananes commerciales, avec des rejets mesurant 1,5 m. 5. Extraction et sélection des rejets. A. L'extraction est effectuée lorsque le sol est humide. Le but est d'extraire des rejets qui ont au moins 3 feuilles fonctionnelles en forme d'épée et une hauteur minimum d'1 mètre. B. Pour être plantés comme bulbes, les grands rejets ou ceux transportés sur de grandes distances sont coupés entre 5 cm et 10 cm au-dessus du cou et en biais, de sorte que les substances liquides puissent s'écouler, empêchant ainsi leur pourrissement. Les rejets sont classés par taille, puis seront plantés par ordre de taille et d'épaisseur. Les plus grands bulbes ont un délai de récolte plus court. 6. Nettoyage et lavage des rejets. A. Éliminer la terre restant sur le rejet avec de l'eau, ainsi que les racines et les parties du bulbe endommagées par des parasites ou micro-organismes. La partie dépassant du sol doit également être enlevée. B. Il est préférable de ne pas utiliser les bulbes gravement endommagés. Lors du nettoyage du bulbe, les bourgeons de couronne situés autour de la graine ne doivent pas être endommagés. 7. Désinfection de la graine. A. Les bulbes sont immergés dans une solution de 5 ml de chlore par litre d'eau pendant 3 minutes. Alternativement, ils peuvent être trempés dans de l'eau chauffée à une température entre 50 degrés C et 55 degrés C pendant 20 minutes. 8. Semis. A. Le bulbe doit être placé dans la cavité en position verticale, en orientant les parties attachées à la tige de la plante d'un seul côté pour s'assurer que les grappes de banane apparaissent de manière ordonnée. B. Le compactage du sol empêche le pourrissement des graines en éliminant les espaces vides où l'eau peut s'accumuler. Les travaux à effectuer après l'ensemencement comprennent. Activité. Semaine après l'ensemencement. Épennage. 10 semaines, 2,5 mois. Élimination des chutes. 12 semaines, 3 mois. Présélection du bulbe. 14 semaines, 3,5 mois. Sélection du bulbe. 20 semaines, 5 mois. 9. Culture associée. A. Dans les nouvelles plantations, implanter des cultures ayant une courte période végétative, de préférence des légumineuses, afin qu'elles inhibent le développement des mauvaises herbes et limitent l'évaporation causée par le soleil. 10. Irrigation. A. On procède à l'irrigation tous les 15 jours en été et tous les 20 jours en hiver. 11. Lutte contre les mauvaises herbes. A. Elle s'effectue manuellement, sans application de produits. 12. Fertilisation. A. Une analyse de la fertilité du sol doit être effectuée avant le semis, et une fois tous les 2 ans après le semis. Une analyse foliaire doit être effectuée pour savoir si la plante assimile correctement les nutriments appliqués au sol sous forme d'engrais. Actuellement, 3 échantillons, un tous les 4 mois, sont prélevés. Les engrais communément utilisés comprennent. Type 2. Fertilisant. A/en. N. Kg/. A. P. Kg/. A. K. Kg/. A. K. Kg/. A. Mg. Kg/. A. S. Kg/. A. Sac. Kg. Compost. 180. 6300. 75. 24. 15. 0. 0. 0. Sulfate de potassium. 15. 750. 0. 0. 375. 0. 0. 135. Guano. 58. 2900. 348. 203. 58. 232. 14. 43. Kimlegrand. 4. 1. 0. 1. 2. Sulpomag. 9. 450. 0. 0. 99. 0. 81. 99. Total.
266. 1500. 424. 227. 551. 233. 97. 277. 13. Lutte antiparasitaire. A. Mettre en place une gestion intégrée des ravageurs. Appliquer des répulsifs biologiques tels que des composés à base de capsaïcine. B. Appliquer du polysulfure de calcium, caldosulfocalcico, à la plante et au sol. C. Mettre en place des contrôleurs biologiques comme l'Aureus insidiosus, qui attaquent les thrips. D. Appliquer des champignons entomopathogènes, Beauveria bassiana et le canicillium peuvent être appliqués durant l'après-midi, et après que les gousses aient été dépouillées de leurs pseudotiges. 14. Lutte contre le virus de la striure de la banane, BSV. A. Identifier et éliminer les plantes affectées par la maladie. B. Remplacer les plantes infectées par des rejets sains. C. Appliquer de la chaux dans la zone où les plantes infectées ont été extraites. D. Assurer une irrigation adéquate pour réduire le stress hydrique. E. Réduire les dommages causés par d'autres ravageurs et maladies. F. Réduire la concurrence des mauvaises herbes. G. Améliorer la nutrition des plantes pour générer une plus grande résistance physiologique aux maladies. H. Enlever les gousses sèches pour réduire les zones de refuge de la cochenille. 15. Contrôle de la pourriture aqueuse. A. Utiliser des graines saines. B. Assurer un bon drainage du sol. C. Désinfecter les outils. D. Espacer les plantes pour permettre la ventilation et le séchage rapide du feuillage. E. Retirer les gousses de la pseudotige au moment venu. F. Établir un plan de fertilisation basé sur l'analyse du sol et les exigences de la plante, en portant une attention particulière aux quantités de potassium et de bore. G. Surveiller la présence de charançon, en particulier de charançon rayé. H. Couper les pseudotiges durant la période humide de la récolte pour empêcher l'accumulation d'eau de pluie et la propagation de bactéries. I. Prévenir les blessures qui permettent l'entrée d'agents pathogènes. Retirer toutes les plantes affectées de la plantation, et saupoudrer la cavité de 2 kg ou 3 kg de chaux. Replanter dans les 3 mois, en utilisant des graines saines et en appliquant du compost au fond de la cavité. 16. Contrôle du pourrissement de la couronne. A. Une fois rempli d'eau, recouvrir les réservoirs destinés au nettoyage afin que les spores transportés par le vent n'y entrent pas. On peut appliquer par immersion un extrait de pamplemousse, 2 à 3 ml/litre d'eau, ou de l'alun, sulfate d'aluminium et de potassium, 400 g/20 litres d'eau. Défi. Les producteurs de bananes biologiques au Pérou sont confrontés à plusieurs difficultés. Fournir un niveau suffisant d'éléments nutritifs, en particulier d'azote, aux bananiers. Il est difficile d'obtenir un engrais organique suffisamment riche en azote. Disposer d'un matériel de plantation de qualité. De nombreux producteurs sécurisent leur matériel de plantation à partir de son utilisation sans vérifier la qualité des tiges auparavant. Garantir un approvisionnement en eau suffisant pour l'irrigation. Accéder à une meilleure technologie de production pour augmenter les rendements. Les producteurs de bananes des Antilles françaises jettent le discrédit sur les bananes bio, toutes importées. Mais la banane française est une monoculture d'exportation très concentrée, révélatrice des luttes sociales en Martinique et en Guadeloupe. Tout a commencé au Salon de l'Agriculture, avec un slogan fièrement brandi par les producteurs de bananes de Martinique et Guadeloupe sur leur stand, « La banane française, mieux que bio, c'est possible ». Mieux que bio ? Les bananes bio vendues en France sont importées depuis la République dominicaine principalement, mais aussi depuis l'Équateur ou le Pérou. Ces bananes sont estampillées bio. Mais le consommateur est abusé. Les producteurs autorisent les épandages aériens et peuvent passer jusqu'à 25 fois avec une huile, le banol, que nous ne pouvons passer que 6 fois en France, en conventionnel. Par ailleurs, ils peuvent utiliser 14 substances interdites chez nous, sans parler du fait que socialement, on est largement meilleur. Un Haïtien en République dominicaine est payé $5 par jour, explique Sébastien Zanoletti,
chargé de l'agriculture durable à l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique, Hugues Ban. On nous vendrait donc de fausses bananes bio. Il souligne par ailleurs les efforts faits par les producteurs de la filière en Martinique et en Guadeloupe. On a réduit de 60% l'utilisation des pesticides. Une main-d'œuvre moins chère, une législation moins contraignante, un label valorisant. Hugues Ban dénonce donc haut et fort la concurrence déloyale que font ces pays tiers à la banane française, qui subit la baisse des prix depuis la libéralisation du marché. Ces accusations ont provoqué l'ire des acteurs français du bio. Dès le début du salon, le Synabio, syndicat des entreprises du bio, a déposé un référé demandant l'arrêt de cette campagne de détournement du mot bio, explique Charles Pernin, son délégué général. S'ils sont mieux que bio, c'est qu'ils sont au moins bio. Or, ce n'est pas le cas, les producteurs de Guadeloupe et Martinique utilisent des pesticides de synthèse. Cette campagne jette le discrédit sur une production certifiée, avec une communication déloyale. Le tribunal leur a donné raison le 1er mars, demandant à Hugues Ban de retirer cette communication. On ne veut pas de dérogation, pas d'équivalence, mais une conformité. Surtout, il faut regarder de plus près cette liste de 14 substances non autorisées, poursuit Charles Pernin. Il y a de l'ail fermenté, des extraits de pépins d'agrumes, des pièges à rats. Ces produits ne sont pas autorisés, car personne n'a demandé leur homologation dans l'Union, tout simplement. Mais elles ont été déclarées conformes aux critères du règlement bio européen. Quant à lui, l'incriminée, elle est utilisable en bio. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, lors du dernier salon de l'agriculture, et des bananes françaises. Autre point sensible, le fait que les bananes bio importées répondraient à un cahier des charges moins exigeant. Pour Hugues Ban, les règles européennes ne s'appliquent pas à tout le monde. Florgle, directeur de l'agence Bio, institution publique de promotion de l'agriculture biologique, met les points sur les i. Les pays extérieurs à l'Union européenne qui souhaitent y vendre du bio présentent leur cahier des charges pour avoir une équivalence. Si l'Union la donne, c'est que leur façon de produire est bien conforme au règlement. Il n'y a pas moins de contrôle que pour les produits européens. Quant à la question de l'épandage aérien, récemment interdit en France, cela ne dépend pas du cahier des charges bio, rappelle Florgle, mais des législations de chaque pays. Du côté de Hugues Ban, Sébastien Zanoletti reconnaît que la plupart de ces substances sont des extraits de plantes. Mais s'ils sont efficaces, c'est qu'ils contiennent un principe actif. Ils peuvent être dangereux et doivent être évalués par l'Union. Hugues Ban demande par ailleurs aux instances européennes de supprimer ce principe d'équivalence. On ne veut pas de dérogation, pas d'équivalence, mais une conformité. Le règlement bio doit être exactement le même pour tout le monde. D'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi les acteurs du bio ne nous soutiennent pas. Nous avons juste été maladroits dans notre façon de porter ce combat. Qu'ils produisent des bananes bio en France. Le label est perfectible, cela fait partie de notre démarche, reconnaît-on chez les défenseurs du bio. Le label ne prévoit notamment rien de concret du point de vue de la protection sociale des travailleurs alors que la main-d'œuvre est importante dans la culture de bananes. Mais la moitié des bananes bio de République dominicaine seraient aussi labellisées commerce équitable. C'est un débat pour nous aussi, vaut-il mieux des bananes bio produites dans de mauvaises conditions sociales ou des bananes françaises ? S'interroge François Thierry, producteur bio qui suit le dossier pour la Fédération nationale d'agriculture biologique, FNAB. Mais alors, qu'ils produisent des bananes bio en France. L'attitude de Hugues Ban face au bio pose question. Hugues Ban importe elle-même des bananes bio de République dominicaine en France, elle dénigre donc un produit dont elle est vendeuse. Peut-être a-t-elle eu peur que ce qui devait être un produit de niche prenne la place de son produit phare ? Par ailleurs, l'organisation semble avoir du mal à croire au bio. Selon elle, faire de la banane bio sous le climat tropical humide des Antilles serait pour l'instant impossible. Les pesticides bio adaptés n'intéresseraient pas les fabricants, les variétés résistantes aux maladies ne sont pas encore au point. Aux Antilles françaises, la filière de la banane représente 10 000 emplois directs et indirects, environ 600 producteurs, 270 000 tonnes produites chaque année. Ce n'est pas vrai, il est tout à fait possible de faire de la banane bio, proteste Claude Ducaclan, secrétaire général du groupement des agriculteurs bio de Martinique.
Il existe déjà un producteur en Martinique. Mais il subit sans cesse des pressions. Ses conteneurs ont été bloqués à leur arrivée en France, et il a été exclu des aides publiques, qui sont contrôlées par l'UGBAN. Cette dernière nie toute pression, et indique que les difficultés de ce producteur sont liées au manque de solutions techniques. Il s'est lancé trop tôt. Il serait parti en République dominicaine afin de constater lui-même les conditions de production des bananes bio. Je suis désolé de voir la discorde entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, indique-t-il rapidement par courriel à Reporter. Le système Béquet. Alors, l'UGBAN veut-elle bannir la banane bio de son territoire? La question se pose. Ils ont d'abord tenté, via le député européen Manscour, d'affaiblir les règles du label bio, pour l'obtenir plus facilement, raconte Claude Ducaclon. Comme cela n'a pas fonctionné, ils accusent le bio pour limiter la concurrence. Mais ils ne veulent pas vraiment sortir de l'agriculture chimique. Le groupement se présente comme une coopérative de producteurs, mais c'est aussi un acteur majeur de l'économie des deux îles, 10 000 emplois directs et indirects, environ 600 producteurs représentant 100% de la production de bananes, 270 000 tonnes de bananes par an, et la maîtrise de la filière depuis la vente des intrants, jusqu'au entrepôt de mûrissement à l'arrivée des conteneurs au port de Dunkerque. Il a donc tout intérêt à poursuivre son commerce de pesticides et engrais auprès de ses membres, et à tenter de redorer l'image de la banane française alors que le scandale du chlordécone, un pesticide puissant ayant contaminé sol, eau et hommes, reste dans les mémoires. Pour le secrétaire général du groupement des agriculteurs bio de Martinique, Claude Ducalcon, l'UGBAN est en fait une pièce centrale du système Béquet. Les descendants des colonisateurs détiennent encore la majorité de l'économie de l'île, 10% des exploitations font 80% de la production de bananes. Et plus généralement, 1% de la population détient la majorité des terres, des magasins de la grande distribution, même des boutiques bio moins, la filière automobile, etc. Face à cela, les quelques producteurs bio des Antilles, principalement des maraîchers, souligne à quel point ils ont pu être considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Eux proposent le développement d'une agriculture vivrière, apportant une autonomie alimentaire aux Antilles françaises. Si elles étaient appliquées, ces propositions remettraient en cause les intérêts de ce système Béquet, qui contrôle tant l'agriculture d'exportation que les importations de produits de la métropole vendus dans leurs grandes surfaces. Mais pour Sébastien Zanoletti, de l'UGBAN, il ne s'agit là que de petites guerres internes aux Antilles. Il s'agit là que de petites guerres internes. Avec 13 millions de tonnes par an, la banane est le troisième fruit le plus consommé en France après la pomme et l'orange, avec environ 7 kg/personne an. Elle fait malheureusement partie des fruits les plus traités chimiquement. Pour répondre à la demande, sa culture s'est industrialisée dès les années 50 et a des conséquences graves pour l'environnement. De plus, les pratiques sociales dans ces plantations sont dénoncées depuis longtemps par de nombreuses ONG à travers le monde. Enfin, la forte variation des prix crée une insécurité difficile à supporter pour les paysans et leurs familles. Les conseillers bio et équitables semblent donc indispensables. Culture de la banane bio. Sa culture est délicate et demande une parfaite maîtrise technique pour obtenir un minimum de rendement. En effet, un bananier donne un seul régime. À la récolte, le pied-mère meurt, mais lui survivent des ramifications latérales qu'il a préalablement émises, assurant la pérennité de la plante. Le régime une fois séparé est lavé pour le débarrasser de la poussière et des impuretés, puis est coupé en clusters 5 à 7 bananes. Après séchage, les bananes sont traitées avec un produit naturel pour favoriser la cicatrisation, puis disposées dans des caisses de 18 ou 14 kg. Le bananier compte de nombreux ennemis, insectes, champignons, virus, bactéries. Des traitements insecticides et fongicides sont appliqués pour le protéger. Contrairement au conventionnel, la bio interdit toute utilisation de produits chimiques de synthèse. Des moyens plus naturels sont mis en œuvre pour limiter ces traitements, rotation culturale, jachère, utilisation d'engrais naturels, protection des plantes, lutte biologique, élimination des feuilles contaminées. Le traitement chimique en post-récolte, comme le thiabindazole, utilisé par le conventionnel sur la peau de la banane, est interdit. Le seul autorisé en bio est appliqué au moment de la récolte. Il s'agit du Citrex,
produit naturel extrait de pépins de citron et de pamplemousse, facilitant la cicatrisation de la couronne au point de coupe. Banane bio et équitable. Cultivée dans de vastes monocultures, la banane est le fruit le plus exporté au monde. 75% du marché mondial est détenu par 5 multinationales qui maîtrisent pour la plupart la filière de A à Z, bananerais, flotte de bateaux. Toutefois, dans de nombreux cas, c'est aussi un produit de base, cultivé par de petits producteurs qui vendent sur les marchés locaux mais qui sont aussi contraints de les vendre auprès de ces opérateurs à moindre prix. C'est le système banane-dollar d'Amérique. La mise en place de filières biologiques paysannes et équitables, comme au Pérou, constitue une solution viable et durable pour les producteurs. Les variétés bio. En bio comme en conventionnel, la plus consommée est la Cavendish, la banane dessert par excellence moins origine bio, République dominicaine, Pérou, Colombie et Équateur. La plantain est une banane à cuire, peu sucrée et à consommer bouillie ou en friture origine, Équateur, Martinique. Atout nutritionnel. Fruit sain et particulièrement énergétique, la banane répond bien aux besoins des enfants et des sportifs. Tonique. Excellent apport en glucides, 23 g de glucides pour 100 g de fruits, la banane facilite la récupération après l'effort. Elle est aussi riche en vitamines A, B et C, en calcium, potassium, phosphore, fer et magnésium. Diététique. Contrairement aux idées reçues, la banane ne fait pas grossir, car elle est très pauvre en matière grasse, 0,5 g pour 100 g. En fait, 100 g de banane contiennent autant de calories que 100 g de yaourt aux fruits. Digeste. Riche en fibres, la banane facilite le transit intestinal. Très mûre, elle a même des vertus laxatives. Adoucissantes. La banane possède aussi des vertus apaisantes pour la peau. Ainsi, pour atténuer la douleur causée par une légère brûlure, vous pouvez appliquer dessus la face interne d'une lamelle de pelure de banane. Bien les positionner dans le rayon. Au détail, les bananes doivent être sans brûlure, blessure ou meurtrissure. Pour la couleur, une échelle colorimétrique de la peau définit 7 degrés de maturité. D1, vert, A7, jaune avec taches brunes. Deux présentations sont possibles, à la française, côté bombé sur le dessus en colonne ou à l'américaine, côté creux vers le client. Côté maturité de choix sont possibles, peau jaune unie, fruits fermes et peau mouchetée, fruits plus sucrés. Le mûrissage. Arrivées encore vertes en France, les bananes sont acheminées vers des mûrisseries. Elles y séjournent 4 à 6 jours. Le processus de mûrissement se déclenche par diffusion d'éthylène et l'augmentation progressive de la température de 13 à 17 degrés C. Pendant cette phase, l'amidon contenu dans le fruit se transforme en sucre et la banane prend sa couleur jaune. À leur sortie, les bananes sont triées en fonction de leur couleur. Chaque couleur correspond à l'un des 6 stades de mûrissage, ce qui permet de proposer un fruit dont le stade de maturité est adapté aux besoins de chaque marché. La coloration la plus demandée est de 3,5 tournants, entre vert et jaune. Conservation, conseil. La banane craint le froid qui entraîne une teinte grise puis noire. À la chaleur, sa maturation s'accélère. Conservez-la entre 13 et 16 degrés, à l'abri des courants d'air et laissez-la en rayon le soir. Pour hâter son mûrissement, il est conseillé de la placer dans un sac de papier brun. Pelez la banane à la dernière minute car sa chair s'oxyde rapidement au contact de l'air. La gastronomie au Pérou. Quels sont les plats typiques et emblématiques du Pérou? La cuisine péruvienne est, avec le foot, la fierté nationale et le trait d'union entre toutes ces populations aux cultures et aux réalités très différentes. C'est véritablement une composante essentielle de la culture nationale. Reconnue, selon eux, comme la meilleure cuisine du monde, voici quelques pistes pour partir à la découverte d'un menu aussi varié que savoureux. Les caractéristiques majeures de la cuisine péruvienne est la présence de riz à tous les repas. Les Péruviens ne peuvent pas concevoir un repas sans riz, accompagné de tubercules, pommes de terre, yucca et autres. La viande est présente dans presque tous les plats, ainsi que l'ají, une sauce qui se décline sous diverses variantes mais qui ne manque jamais d'être très piquante. La soupe est un élément crucial du repas, et les menus disponibles sont à 80% composés d'une soupe et d'un plat principal, qui peut parfois être remplacé par une entrée.
On ne peut pas commencer à parler de la cuisine péruvienne sans parler du ceviche. Ce plat à base de poisson est le fer de lance de la fierté nationale péruvienne car le conflit avec le Chili, ennemi juré, à propos de l'origine de ce plat est encore extrêmement vif. Le principe est simple, prenez du poisson frais, coupez-le en petits dés, laissez-le cuire, oui, j'ai bien dit cuire, dans le jus de citron, ajoutez des lamelles d'oignon et de l'ají, ce piment local très fort, et servez très frais. Servi avec sa soupe de poisson, le chilcano, ce plat est tellement apprécié que même loin de la côte et dans les hautes montagnes des Andes, on fait importer du poisson de Lima pour faire des ceviches et les servir à toute heure. Plusieurs tendances culinaires, en fonction de la zone géographique, se déclinent à travers le pays. La comida criolla, originaire de la côte et fortement influencée par la cuisine espagnole et coloniale, est aujourd'hui répandue dans tout le pays. C'est celle qui fait sa reconnaissance internationale. L'ají de gallina est un plat à base de morceaux de poulet baignés dans une sauce jaune plus ou moins piquante, à base d'ají amarillo, variante jaune et douce du même piment que celui du ceviche. C'est lui que l'on utilise aussi pour la papa à la huancaina, entrée typique composée de morceaux de pommes de terre recouverts d'une sauce jaune légèrement pimentée. Délicieux. Autre entrée criolla, et l'escabèche de polo, chou-fleur, carottes et oignons marinés dans du vinaigre, avec des lamelles de poulet. La paparalona, littéralement apostrophe pomme de terre fourrée apostrophe, est une entrée où la purée de pommes de terre enrobe un fourrage fait de viande, carottes, petits pois, œufs durs, raisins secs, olives, que l'on frit. Ce même fourrage est utilisé dans le rocoto relleno. Le rocoto est une forme d'ají plus grande, vert ou rouge, qui est dans ce cas fourré. La cosa limene tilde est une sauce à base de mayonnaise et de thon coincée entre deux couches de pâte de pommes de terre, froide. Parfois, par manque d'accès à ce poisson, il est remplacé par du poulet. Toutes ces entrées peuvent aussi être consommées dans les marchés ou dans les rues comme piqueo, des snacks sur le pouce, comme le tamal, à base de farine de maïs ou autre, sucré ou salé, enrobé de feuilles de bananier ou de maïs selon la région. Dans les plats criollos, le carapulcra, très différent de son presque homonyme bolivien, est une sorte de mélange juteux à base de patates sèches de couleur marron, typique de la côte au climat chaleureux, mais encore une fois à récupérer dans tout le pays. De même, l'arroz con polo, riz et poulet, avec assaisonnement, l'arroz con pato, même chose avec du canard, ou l'arroz con marisco avec des fruits de mer. Le lomo saltado est un mélange de tomates et oignons à la poêle avec des frites et des morceaux de viande de bœuf. Le seco doré, de porc, mais aussi possible avec du poulet, du bœuf, et setra, est un plat avec seulement du riz et de la viande recouverte d'une sauce verte, succulente. Pour les amateurs de viande, le Pérou est le pays des merveilles, tant par la qualité de la viande que par la diversité des préparations. La grande surprise que le Pérou vous réserve est le cuy, voir le paragraphe particularité du Pérou. Le cuy chactado d'Arequipa ou al horno de Cusco sont différentes variantes. D'autre part, le chicharro accent aigu est un morceau de viande de porc frit, grillé, servi avec du mote, mélange de maïs, de fèves, et setera, bouilli, et des feuilles de menthe. Comme on dit, apostrophe tout est bon dans le cochon apostrophe, même les tripes, la pansa, même l'estomac, le rachis, estomac de vache lavée, bouilli et frit point. Dans le poulet, les mollejitas sont une partie de l'appareil digestif de l'animal très recherché. On en mange aussi les pâtes, dans un plat appelé patita con maní, avec des cacahuètes. On en trouve partout dans le pays. De la même manière, les anticuchos se trouvent littéralement à tous les coins de rue, ce sont des brochettes de viande, poulet, bœuf, et le plus typique, le cœur de bœuf, surmonté d'une pomme de terre, qui se mange sur le pouce avec de l'ají accent aigu. Et puis, un passage par le Pérou ne peut pas se concevoir sans goûter à la viande de lama. Des Andes, on retiendra particulièrement tous les types de tubercules, en dehors de la pomme de terre, il y a l'oluco, servi avec une sauce particulière, la yuca, sorte de manioc, souvent frite et servie avec de l'avocat, le camote, orange, sorte de patate douce, la viraca, la oncucha. Et les différentes préparations de ceux-ci, le chuen tildo et la morella sont des patates déshydratées, condensées, que l'on prépare souvent en soupe. Pendant la saison sèche, de mai-juin à octobre, on les prépare souvent en huatia,
On construit un four de terre sèche à l'intérieur duquel on allume un feu. Quand les braises sont chaudes, on met les tubercules et barres obliques ou la viande, on fait s'effondrer le four au-dessus, et le tout cuit lentement, récupérant le goût de la terre rouge des Andes. On trouve aussi quelques céréales typiques, le quinoa, voire particularité pour plus de précision, le taroui, la kiwicha. De la forêt amazonienne, il faut mentionner la pachamama, c'est un mélange de tubercules et de viande enrobée dans une grande feuille de bananier, que l'on cuit dans la terre, sous une grosse pierre, un peu comme la huatia. Le plus typique de la région est la préparation de tout ce qui dérive de la banane, soupe de banane, farine de banane, pancakes de banane, gâteaux de banane, bananes frites. Ainsi que tous les poissons d'eau douce, le zingaro, le pêche, etc. En dehors de ces spécialités, classiques du Pérou, les Péruviens raffolent de certaines choses pas si typiques. Le chifa, mélange entre cuisine chinoise et ingrédients bar saveurs péruviennes, est un succès total. De la même façon, le polo à la brasa, simple poulet rôti servi avec des frites, une salade et parfois une petite soupe, est la diète hebdomadaire, voire plus, de tout le pays. Pour les gourmands qui ne peuvent pas se passer de sucre, les desserts péruviens sont assez riches et variés, malgré le peu d'intérêt des Péruviens eux-mêmes pour les choses sucrées. Dans les gâteaux, il faut mentionner le le suspiro à la limanotilde, très sucré et surmonté de meringue, la torta helada gâteau congelé avec de la gélatine. D'autres douceurs sucrées qui valent le détour, les picarones, cette espèce de pâte de camote et de citrouille frites dans de l'huile bouillante et servie avec une espèce de miel à entomber à la renverse, la mazamorra morada, une pâte un peu gélatineuse faite à partir de maïs violet bouilli et d'épices comme la cannelle et le clou de girofle, souvent accompagné de riz au lait, à rocon-le-ch. Niveau pâtisserie, pas grand-chose à part l'alfajor, rond, fourré de manjar blanco comme le dulce de leche, crème de lait bouilli sucré. Le turo accent aigu n de do n tilde peu peste aussi à mentionner. Quant aux boissons, le Pérou a de nombreuses choses à vous faire découvrir. Pour commencer sans alcool, la chicha morada a pour beaucoup le goût du Pérou. Comme la mazamorra, faite à base de maïs violet bouilli avec quelques autres fruits, de la cannelle et des clous de girofle, on en vend à tous les coins de rue. Les boissons gazeuses appelées gaseosa sont très consommées, en dehors du Coca-Cola typique et autres Fanta et Sprite, la particularité locale s'appelle l'Inca Cola, jaune fluorescent et au goût de chewing-gum. Les Péruviens ne vous laisseront pas repartir sans l'avoir goûté. Puis, différentes infusions, mat, sont disponibles, de coca, d'anis, de camomille, manzanilla. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, il faut évidemment commencer par le pisco, avec le ceviche, c'est l'autre rivalité avec le Chili. Il est principalement produit sur la côte au sud de Lima, liqueur de raisin distillé, il est à environ 40 degrés. Son utilisation la plus connue est pour la confection du fameux pisco sour, cocktail à base de pisco, de jus de citron, de sucre et de blanc d'œuf. Un must des soirées péruviennes. On l'utilise aussi pour le cocktail appelé algarobina, du nom de la gousse domestique, sucrée et très protéinée, qui est sa composante principale, avec du pisco, du lait, du jaune d'œuf, du sucre et de la cannelle. En ce qui concerne les bières, elles sont assez diversifiées, la plus connue est la Cusque N-tilde, dans sa bouteille au design très particulier, la plus consommée, blonde ou brune, de par sa qualité nettement supérieure aux autres. Ensuite, la Pilsen, avec sa bouteille d'1,1 litre, la plus populaire lors des réunions de famille ou dans les communautés, la Cristal, surtout consommée sur la côte, la Brahma pas forcément la meilleure, et donc légèrement en perte de vitesse. Avec la bière, le rhum est l'alcool le plus consommé, souvent mélangé avec des sodas. Le Pérou produit de très bons vins, bien que leur consommation ne soit pas particulièrement répandue. Pour cette raison, la majorité du raisin produit sur la côte, Ica, Nazca, Moquegua, et Cetra, est distillé pour en faire du pisco. Cependant, quelques vins sont à mentionner, le Borgo N-tilde, vin rouge extrêmement sucré, est présent dans tous les points de vente. L'une des grandes marques du vin péruvien est Acama, située au sud de la ville d'Ica. Ce vignoble importe depuis les années 1920 des plants et des technologies de France.
La collaboration étroite avec des spécialistes français a, entre autres, participé à l'obtention de plusieurs prix internationaux. L'autre grand vignoble, Aucucage, a aussi été récompensé de nombreuses fois au niveau international, tant pour leur blanc que pour leur rouge. Tabernes-Rosset, quant à lui, spécialisé dans les champagnes, plutôt secs, ainsi que dans les vins sucrés, qui connaissent un grand succès au Pérou. Enfin, les vins péruviens doivent faire face à la concurrence des vins chiliens et argentins qui sont importés en large quantité et très populaires au Pérou. Les festivals de gastronomie sont importants au Pérou. Le plus connu est le festival de Lima nommé Mistura, littéralement mélange en espagnol, ce qui reflète bien à la fois la variété de la gastronomie péruvienne et celle des plats présentés à ce festival. À travers le pays, de multiples initiatives voient le jour, le festival Provocarte, où la mise en ligne de vidéos de recettes et de préparation cherche à promouvoir et conserver les traditions péruviennes, le Cusco Com, Cusco Mijuy, ou encore Cusco Mange, la feria de la gastronomie accent aigu à Elvina en Chiclana, et Cetera. De très grands chefs péruviens sont également reconnus internationalement, d'abord, Gaston Acurio, le cofondateur de Mistura, Pedro Miguel Chiaino, dont la cuisine expérimentale et innovatrice a fait ses preuves, dans Cucho La Rosac, connu pour ses recettes strictement traditionnelles mais incroyablement savoureuses, et Patrick Vaugin qui mélange de façon subtile la cuisine française avec la cuisine péruvienne dans son restaurant l'Indio Feliz de Agua Caliente. Bref, pour les amoureux de bonne chair, le Pérou vous attend pour vous faire découvrir la richesse et la diversité de ses coups de fourchette. La richesse et la diversité de ses coups de fourchette. La richesse et la diversité de ses coups de... La banane est le fruit ou la baie dérivant de l'inflorescence du bananier. Les bananes sont des fruits très généralement stériles issus de variétés domestiquées. Seuls les fruits des bananiers sauvages et de quelques cultivars domestiques contiennent des graines. Les bananes sont généralement jaunes avec des taches brunâtres lorsqu'elles sont mûres et vertes quand elles ne le sont pas. Les bananes constituent un élément essentiel du régime alimentaire dans certaines régions. Sommaire, masqué. 1. Étymologie. 2. Histoire. 2.1 Origine. 2.2 Diffusion mondiale. 2.3 Période moderne. 3. Botanique. 3.1 Description. 3.2 La plante. 3.3 La floraison. 3.4 Typologie. 3.5 Sélection. 4 Génétique. 5 Culture. 5.1 En zone tempérée. 6 Économie. 6.1 Marché mondial de la banane. 6.1.1 Production. 6.1.2 Exportation mondiale. 6.1.3 Accès au marché de l'Union européenne. 6.2 La France dans les échanges. 6.3 Consommation. 7 Valeur nutritive. 8 Autres utilisations. 9 Notes et références. 10 Annexes. 10.1 Bibliographie. 10.2 Articles connexes. 10.3 Liens externes. Étymologie, modifier le code E. Le mot banane est dérivé du portugais, lui-même emprunté au bantou de Guinée, dans l'expression en portugais rapportée en 1602 figra banana figuier portant banane 1. Elle est appelée figue, en créole, à la Réunion et aux Antilles. En français, le mot banane est aussi employé dans le langage populaire pour désigner une personne naïve, candide, simple d'esprit. Histoire, modifier le code E. Origine, modifier le code E. La forme sauvage Musa balbisiana. Les formes sauvages Musa acuminata et Musa balbisiana se rencontrent encore aujourd'hui dans une grande partie du sud-est asiatique, de l'Inde à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On retrouve encore dans ces régions des bananiers sauvages riches en graines et pauvres en pulpe dans les milieux ouverts, clairières, lisières des forêts. Le centre de domestication primaire semble être les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a 6 950 à 6 440 ans avec M. acuminata. Des traces de production bananière pour une consommation humaine datant d'environ de cette époque en Nouvelle-Guinée. Leur diffusion s'est rapidement étendue dans une zone qui va de l'Inde au sud de la Chine via la Birmanie, de Taïwan jusqu'au nord de l'Australie et la Polynésie via les Philippines, l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée.
Des preuves archéologiques de la culture du bananier se trouvent en Malaisie 3000 avant notre ère, au Pakistan daté de 2500 ans avant notre ère, dans le centre de l'Inde 600 ans avant notre ère et 500 ans au Laos. La diffusion en Afrique des plantes inzab daterait de 400-500 ans avant notre ère en Ouganda et de 2750 à 2300 au Cameroun, 200 de notre ère à l'île de Pâques. La première apparition au Moyen-Orient date de 300 de notre ère. Une hypothèse récente est que la domestication des bananiers musa s'est produite, il y a environ 10,000 ans, dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée. La variété Musa acuminata banksii, à l'origine de la plupart de celles qui sont cultivées aujourd'hui, y serait née et se serait ensuite répandue en Asie du Sud-Est où elle se serait hybridée avec les variétés locales 3. Un centre secondaire de biodiversité se trouve en Afrique de l'Est avec le groupe des bananiers triploïdes des hautes terres de l'Est africain dit groupe Mutica-Lujugira, Aya. Une légende indienne rapporte que la banane musa signe de multiplication paradisiaca était originaire de l'île de Selahan, paradis terrestre duquel furent chassés Adam et Ève, leur corps couvert de feuilles de bananier. Linné a d'ailleurs donné le nom de Musa paradisiaca au bananier du paradis banane plantain, et celui de Musa sapientum au bananier des sages bananes des serres, nommé aussi figuier du paradis ou figuier d'Adam. Cette légende est en fait issue d'une tradition syrienne qui fait de la banane un fruit du paradis d'autant plus symbolique que lorsqu'elle est coupée, les fibres de sa tranche semblent dessiner une croix 4. Marco Polo aurait nommé ce fruit pomme du paradis 5. On retrouve la trace de la banane pour la première fois dans un texte bouddhiste datant de 600 ans avant Jésus-Christ. Selon certains auteurs, Alexandre le Grand l'aurait découverte lors d'une expédition dans la vallée de l'Indus, en 327 avant Jésus-Christ. Pour d'autres, le bénéfice revient à Marco Polo, lors de son voyage en Chine. 6. Diffusion mondiale, modifier le code. Le bananier fut introduit en Afrique de l'Est, en Chine, en Mélanésie, dans le Pacifique Sud à partir du commencement de l'ère chrétienne. Sa culture commence à Madagascar vers 500 de notre ère. Il fut amené en Méditerranée, Afrique du Nord et Espagne, par les Arabes à partir de 650. Début XVIIe siècle les Portugais l'implantent dans les Canaries et de là en 1516 le frère Thomas de Berlanga prélève des rejets dans le cloître des franciscains près de La Palma et les transporte à Hispaniola. Période moderne, modifier le code. À la fin du XVIe siècle la culture du bananier devint un enjeu économique important influant même des choix politiques internationaux. 1870 voit les premières importations de bananes, variété Gros Michel, aux États-Unis depuis l'Amérique centrale, notamment la Jamaïque. La rentabilité du marché amène des entrepreneurs américains à investir dans le marché et à ouvrir des plantations industrielles de bananiers. Dès 1871, Minor Coop Kite fait établir une liaison par chemin de fer avec le Costa Rica et y implante les premières plantations à grande échelle. En 1899, il créa la United Fruit Company qui devint une puissance néocoloniale au pouvoir politique énorme pendant 70 ans. En 1911, un soulèvement populaire contre le gouvernement du Honduras voit l'intervention de l'armée des États-Unis. La raison officielle invoquée pour cette intervention est la protection des travailleurs américains de la United Fruit Company, qui a fait de ce pays son principal fournisseur de bananes. Entre 1930 et 1940, la United Fruit Company inclut la Colombie et l'Équateur dans ses exportateurs. Des coups d'État, dont celui au Guatemala en 1954, sont télécommandés par les États-Unis pour défendre les intérêts de la compagnie. Cette puissance économique combinée à la menace militaire américaine transforme les fragiles États d'Amérique centrale en république bananière. L'expression vient de là, dont l'indépendance n'est plus qu'un simulacre. Cette hégémonie américaine a par ailleurs suscité la naissance du syndicalisme d'Amérique du Sud et l'engagement des premiers groupes tiers-mondistes. 7. Les exportations, essentiellement la variété Gros Michel 8, au début du XVIe siècle sont assurées par les navires à vapeur produisant du froid dans les cales. Le mode de transport par navire et fer s'impose dans les années 1950 alors que la demande des marchés développés s'accroît au nord. L'année 1974 est marquée par les guerres de la banane. L'Union des pays exportateurs de bananes, en
veut prendre le contrôle du commerce bananier mais doit céder face aux grandes compagnies qui conservent leur position oligopolistique. 9. Les années 1970 à 1990 voient les armateurs accumuler d'importantes capacités de transport en ligne pour s'adapter au mieux à la massification et à la conteneurisation des exportations bananières en défiant la concurrence. Le mode de transport bascule dans les années 1990 du navire et faire vers le conteneur à 55%. Le commerce international de la banane a triplé entre les années 1970 et 2010 et est caractérisé par une forte concentration de ses acteurs. En 2010, 5 pays, l'Équateur, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala et les Philippines, représentent 83% des exportations alors que le commerce mondial est dominé par 5 grands groupes, Chiquita Brand International, Dole Fruits Compagnie, Del Monte Food, FIF et Grupo Noboa, Bonita. Botanique, modifier le code. Description, modifier le code. Banane de type sauvage avec des graines. La banane est un long fruit légèrement incurvé, souvent regroupé sur le bananier en grappe nommée régime. La banane possède une peau de couleur jaune, verte ou rouge, selon les espèces, facile à détacher. La partie intérieure est une pulpe amylacée au goût sucré et à la consistance généralement fondante. La cueillette de banane est faite 6 à 7 mois après la plantation. La banane sauvage est une baie polycarpique, c'est-à-dire contenant de nombreux pépins anguleux durs. Les variétés commerciales sont souvent triploïdes stériles produisant ainsi des baies parthénocarpiques formées sans fécondation ne contenant donc pas de graines. Si on fend cette banane domestique dans le sens de la longueur, on observe une série longitudinale de petits points noirs qui sont des ovules non fécondés. La chair du fruit est généralement blanc crème, mais certaines rares variétés ont une pulpe colorée, Isla du Pérou à chair bleue. La banane est une bonne source de potassium, bien que moins riche que ce qui est habituellement cru, 86e meilleure source 10. Les bananes mûres sont riches en sucre. Elles sont très nourrissantes, 90 cal/100 g, et très digestes en raison de leur faible teneur en graisse. Étant un fruit climactérique, les bananes sont cueillies vertes dans les plantations, aussi appelées bananeraies. Moins fragiles que les bananes mûres, elles supportent mieux le transport. Elles sont immédiatement acheminées vers les centres de distribution, marchés d'exportation, où le processus de maturation est parfois activé en ajoutant au fruit de l'éthylène qui est fabriqué par la plante elle-même en conditions naturelles. 11. L'arôme principal de banane est l'acétate d'isoamyle. Le mot banane ou fausse banane désigne également les fruits des plantes du genre anceute. L'ouverture de la banane est beaucoup plus facile si on la pince par le bas. En effet, près de la tige elle est beaucoup plus solidement attachée. Ainsi la banane ne tombe pas au moindre coup de vent. La plante, modifier le code. Article détaillé, bananier. Musa paradisiaca. Bien que le bananier puisse atteindre une taille relativement grande, 9 mètres, ce n'est pas un arbre. En effet, il ne forme pas un tronc ligneux. Le pseudotronc est en réalité formé par les pétioles des feuilles. Ceux-ci se recouvrent partiellement et constituent une structure portante, un faux tronc. Les pétioles portent à leur extrémité un grand limbe allongé avec au centre une nervure médiane. Les feuilles peuvent atteindre 4 m de long et 1 m de large. La tige du bananier est très courte et entièrement souterraine. Elle apparaît sur un rhizome, qui produit régulièrement de nouvelles tiges. Le rhizome porte une masse importante de racines longues et fines, situées juste sous la surface du sol. La floraison, modifier le code. Fleurs de banane plantain. La floraison se produit au bout de 7 mois et les fruits sont mûrs 4 mois plus tard. Après la floraison, la tige ayant porté l'inflorescence se dessèche mais en même temps, la tige souterraine forme des rejets latéraux. Ce sont ceux-ci qui donneront de nouvelles tiges capables de fleurir. Après environ 1 an et demi, le bananier est capable de fleurir. La tige souterraine forme alors une inflorescence qui se développe au travers du faux tronc creux pour apparaître au centre des feuilles. Au début, l'inflorescence est dressée mais, sous l'effet du poids, elle va rapidement devenir pendante. Les fleurs qui apparaissent à l'extrémité de l'inflorescence, donc en dessous, sont mâles, celles situées plus vers le début de l'axe, donc au-dessus, sont femelles. Ces dernières vont donner naissance aux bananes.
Entre les fleurs mâles et les femelles, il peut encore y avoir des fleurs stériles. Sur l'axe de l'inflorescence, les fleurs sont implantées en plusieurs rangées doubles transversales. Chaque rangée double est protégée par une bractée pourpre. Chaque jour, une bractée va s'enrouler et tomber, libérant ainsi les fleurs qui pourront être pollinisées. Les fleurs fécondées donneront naissance aux fruits. Dans la nature, ce sont les chauves-souris qui assurent la pollinisation. Chaque régime peut comporter jusqu'à 200 fruits. Les bananes sont généralement vendues sous forme de mains, correspondant chacune à une double rangée de fleurs femelles. Dans les variétés cultivées, la fructification est très généralement parthénocarpique, il n'y a donc pas de pollinisation et les ovaires se transforment en fruits ne contenant pas de pépins. Typologie, modifier le code. Bananes dessert, ce sont les plus cultivées et qui font l'objet de courants commerciaux importants entre les zones de production et les zones d'importation, Europe et Amérique du Nord. Alors qu'il existe de nombreuses variétés, la majorité des bananes commercialisées aujourd'hui est de type Cavendish après avoir été la variété Gros Michel, décimée par la maladie de Panama, appelée aussi jaunisse fusarienne causée par le champignon Fusarium oxysporum, dans les années 1940. La peau des fruits est généralement jaune ou rose et la chair est composée d'amidon hydrolysé et de sucre non cristallisable. Plusieurs centaines de variétés existent mais moins de 10 sont utilisées en culture industrielle. Le génome donnant le caractère sucré des fruits est issu de M. Acuminata ssp malaxensis ou zebrina. Bananes à cuire. Dans ce groupe, les principales sont les bananes plantains. Ce sont des bananes plus grosses que les bananes dessert. Bien que tout aussi savoureuses crues que les premières, leur chair est plus ferme et il est plutôt d'usage de les consommer après cuisson car elles restent entières. Elles sont préférées un peu vertes pour cet usage et leur texture est alors assez proche des tubercules farineux. Leur commerce international est peu important. La peau des fruits est généralement vert jaune ou mauve et la chair est composée d'une forte proportion d'amidon non hydrolysé et contient moins de sucre que les bananes dessert. Plusieurs centaines de variétés existent toutes cultivées localement. Le génome donnant le caractère farineux des fruits est issu de M. A. Banzocchi, errant ou Microcarpa. Banane à bière, elles se caractérisent par une pulpe amère. Elles ne sont que rarement consommées directement. Le critère déterminant ce type sont les nombreuses gouttelettes brunes émises par la pulpe coupée fraîche alors que les plantains ont des gouttes beaucoup moins nombreuses ou absentes et que les bananes dessert ont des gouttelettes toutes petites. Elles sont fermentées, produisant ainsi un vin de banane, particulièrement apprécié dans la région des Grands Lacs en Afrique. La frontière entre banane à bière et banane à cuire est assez flexible, et des bananes à cuire ou même des bananes dessert peuvent entrer dans la fabrication du vin, tout comme des bananes à bière seront consommées cuites en cas de disette. Elles ne sont produites que dans l'est de l'Afrique et ne font l'objet d'aucun commerce international. Ce sont des hybrides triploïdes à M. A. Banzii ou zebrina. Sélection, modifier le code. La sélection par l'homme a permis au fil des siècles de créer les variétés consommées de nos jours. Plusieurs équipes de recherche développent actuellement des programmes d'amélioration variétale du bananier à travers le monde, comme l'Université catholique de Louvain, Belgique, le CIRAD aux Antilles françaises, l'Embrapa au Brésil, la FIA au Honduras, le CARBAP au Cameroun et de nombreux autres organismes en Inde, au Vietnam, en Afrique. Selon les écoles, les stratégies d'amélioration sont variées, mais reposent toutes plus ou moins sur des biotechnologies modernes. Elles permettent de créer de nouvelles variétés plus résistantes aux parasites et ravageurs de cette culture. La recherche internationale sur le bananier est fédérée par l'INIBAP, une organisation internationale membre du GIA. L'INIBAP gère entre autres une banque de gènes du bananier, stockée in vitro à Louvain, Belgique, ainsi qu'une base de données sur les ressources génétiques du bananier appelée Musager Emplacement Information System, MJ12. Le système d'information sur les ressources génétiques de MUSA contient une information détaillée et standardisée sur les accessions détenues par de nombreuses banques de gènes autour du monde. Génétique, modifier le code. Banane rouge. Avant 2002 le genre Musa était divisé en 5 sections, E-Musa, Rhodochlami, Calimusa, Australimusa, Ingentimusa. En 2002 des études génétiques ont ramené à seulement 3 sections selon la numération chromosomique,
Section E Musa regroupant Rhodochelami X égale 11, section Cali Musa regroupant Australie Musa X égale 10, section Injanti Musa X égale 7 pour la seule espèce M. Ingn. La section E Musa principalement avec M. acuminata et M. balbisiana est à l'origine de la majorité des bananiers cultivés pour leurs fruits dans le monde. On y retrouve des variétés sauvages, diploïdes et fertiles, des variétés ancestrales, également diploïdes mais assez fortement stériles pour que leurs fruits soient consommables, très peu de graines dans les fruits, et de nombreuses variétés cultivées, triploïdes et stériles. Dans la même section E Musa, il existe aussi quelques hybrides de distribution restreinte issus de M. Chisocarpa participant à quelques cultivars alimentaires parthénocarpiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La section Cali Musa a donné des variétés cultivées localement comme le groupe fait peut-être issu de M. macleyi, lolodansi, pecoli ou Troglodytarum connu seulement en Polynésie aux fruits à chair orange avec un taux élevé de bêta-carotène ou comme quelques hybrides d'autres espèces, par exemple M. jacqueyi, de la même section ainsi que M. textili, cultivé aux Philippines pour la production de fibres. Le type sauvage diploïde de M. acuminata, A, pousse dans les régions tropicales humides de Nouvelle-Guinée, Bornéo, Indonésie, Indochine, Golfe du Bengale. Ces fruits sont comestibles quoique peu charnus et contenant beaucoup de graines. Il était probablement plus recherché comme aliment pour ses cormes, fleurs et jeunes pousses que pour ses fruits par les habitants des régions côtières de Malaisie. C'est probablement les sous-espèces Banksia ou errants qui furent d'abord domestiqués pour leurs fruits d'une part parce que ce sont les seuls présentant une parthénocarpie naturelle motivant leur multiplication en culture, d'autre part parce que leurs génomes ont été identifiés chez pratiquement tous les bananiers dits et triploïdes. Leur diffusion entraînèrent une hybridation avec d'autres sous-espèces particulièrement Malaxensis et Zebrina, ce qui produisit des plantes dioïques à stérilité femelle plus ou moins prononcée due aux anomalies d'appariement des différentes formules chromosomiques ou des plantes triploïdes A, 3N égale 33, dont les fruits étaient encore plus développés, plus charnus et plus sucrés. Ces formes triploïdes ont évidemment été cultivées préférentiellement et ont donné les variétés modernes de bananes dessert. Vers 1920, des programmes d'amélioration ont abouti à la création de tétraploïdes A, 4N égale 44. M. balbisiana type sauvage diploïde, BBS, est originaire de régions subtropicales à période sèche marquée de Nouvelle-Guinée, Philippines, sud de la Chine, Golfe du Bengale. Ce type sauvage donne des fruits non comestibles à nombreuses graines et n'est jamais parthénocarpique. Des formes cultivées de M. acuminata diploïde et parthénocarpique furent accidentellement pollinisées par M. balbisiana donnant des hybrides naturels diploïdes AB, de N égale 22, à stérilité femelle encore plus marquée et donc plus de fruits à pyrène. Un processus de polyploïdisation donna des formes triploïdes AB, 3N égale 33. Depuis le début du XXe siècle, l'hybridation contrôlée permit l'obtention de triploïdes AB et de tétraploïdes AB, 4N égale 44. La très grande majorité des bananes consommées de nos jours sont issues de ces deux espèces sauvages M. acuminata et M. balbisiana seul ou hybridées. D'une façon générale, le génome chloroplastique est d'hérédité maternelle et le génome mitochondrial d'hérédité paternelle. Plusieurs systèmes sont proposés pour la dénomination correcte des espèces cultivées. Musa paradisiaca pour toutes les variétés. Musa paradisiaca pour les hybrides et M. acuminata ou M. balbisiana pour les variétés non hybridées. Musa acuminata balbisiana pour les hybrides et M. acuminata ou M. balbisiana pour les variétés non hybridées. Musa, groupe de ploïdies sous-groupe éventuel, nom de variété pour toutes les espèces cultivées quel que soit leur degré de ploïdie. Exemple Musa, groupe A Cavendish, grande naine. La phylogénie des bananiers cultivés est complexe. Les clones d'un même sous-groupe descendant les uns des autres par dérive génétique progressive car ils sont sujets à des mutations somatiques relativement fréquentes, ce qui rend d'ailleurs aussi sa multiplication in vitro assez délicate. Sur le terrain, l'observation de 15 descripteurs morphologiques en rapport avec les deux espèces M. acuminata et M.
Balbisiana permet de préjuger la structuration génomique des variétés, mais cette identification reste partielle car l'analyse génétique est parfois en contradiction avec l'observation in vivo. Elles sont ainsi classées en groupes selon leur constitution génétique et leur niveau de ploïdie, parfois en division ou sous-division, puis en sous-groupes rassemblant les variétés dérivant les unes des autres et enfin en types. Par exemple, dans le groupe A on trouve le sous-groupe Pisan Awak dans lequel se trouve le type Isla comprenant les variétés Isla del Alto Ualaga, Isla Guayaquil, Isla Malène tilde-O, Isla Nacional, Isla de Tingo Marie accent aigu A, Isla Vaporino, apostrophe Isle N tilde-O. Les plantes issues M. Acuminata et M. Balbisiana et leurs hybrides sont désignés par 2 à 4 lettres permettant de connaître leur ascendance et leur degré de ploïdie, affiché. Liste de variétés par génome. Culture, modifier le code. Article détaillé, bananeraie. Bananeraie à Sainte-Lucie, aux Antilles. Le bananier cultivé en plantation traditionnelle demande un sol bien drainé, profond et légèrement acide. La culture est exigeante en éléments minéraux. Une pluviométrie annuelle d'environ 200 mm et des températures supérieures à 15 degrés C sont nécessaires. Le bananier est une plante pérenne, le cycle végétatif dure environ 1 an. Après la récolte du régime, la pousse principale périclite, c'est à partir d'un rejet latéral qu'un nouveau cycle de culture redémarre grâce à la technique de bouturage. La plantation préexistante est détruite, les plantes lacérées sur place et la parcelle replantée plus loin. En cours de cycle, des rejets, qu'il faut supprimer, apparaissent continuellement. On en garde cependant un tous les 3 mois de manière à pouvoir récolter régulièrement un nouveau régime, tous les 3 mois. Les souches produisent pendant 5 ans. Au-delà, il faut replanter à partir d'un rejet latéral prélevé sur un plan sain. Cette méthode de reproduction par multiplication végétative a 2 inconvénients majeurs, une faible diversité des variétés cultivées, d'où des risques accrus de parasitose, et la propagation par les rejets de parasites, notamment les nématodes. Les plantations industrielles ont donc tendance à utiliser une autre technique, le vitroplan, plan obtenu in vitro en laboratoire aseptisé à partir d'un plant mère désinfecté et cultivé sur un milieu nutritif stérile. Ainsi le bananier, planté sur un sol préalablement assaini par des techniques de rotation culturale ou de jachère est indemne de parasites. Cela permet une meilleure productivité, l'homogénéité variétale favorise l'augmentation du nombre de cycles réalisés entre 2 replantations, et l'épandage de nématicides est réduit de 50%. Par contre, cette technique de clonage menace la diversité génétique et fait dire à certains scientifiques que le bananier cultivé tel qu'on le connaît risque de disparaître. En zone tempérée, modifier le code. Musa acuminata au Conservatoire botanique national de Brest. Parmi les bananiers comestibles, seul le bananier nain, Musa acuminata dwarf Cavendish, se prête facilement à être cultivé en pot. Cette variété reste relativement petite, 2 m au maximum. La plante demande beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture, une forte humidité atmosphérique et beaucoup de lumière. Le bananier nain n'est pas trop sensible aux basses températures et supporte jusqu'à un minimum de 10 degrés C durant l'hiver. D'autres bananiers sauvages peuvent être cultivés de la même manière. Musa textili, qui fournit des fibres textiles, et Musa basjo ou conviennent à une serre de petite dimension mais leurs fruits ne sont pas comestibles. Une nouvelle hybride de Azarolen hybride issue M. Syclimancy M. Ab, n'est pouvant découvert récemment produit des fruits comestibles bien qu'avec des graines et sa souche résiste à des températures inférieures à -12 degrés C. Il est originaire d'un petit village près de Kalimpong à 500 m d'altitude en Inde. L'horticulteur Ganesh Maniprad en remarqua ce bananier dans le jardin de leur cuisinière, Hélène. Comme pour Syclimancy, il a une nervure centrale rouge foncé et le revers des feuilles rougeâtres. Les pétioles sont glauques recouverts plus ou moins d'une pruine blanchâtre. La culture de la banane sous serre a été développée en Islande entre les années 40 et 60, mais en 2017 il n'y reste plus qu'une seule bananeraie en activité. Économie, modifier le code. Des bananes sur un étal. Les bananes figurent incontestablement parmi les fruits tropicaux les plus importants.
En 1992, la production totale s'élevait à 66 millions de tonnes, bananes et bananes plantains, elle n'était dépassée que par la production d'agrumes. En 2013, la production atteint 130 millions de tonnes, dont 66 millions en circulation, le commerce international de ce fruit tropical s'élevant à 7 milliards de dollars par an, ce qui fait de la banane la 8e culture alimentaire mondiale et la 4e dans les pays les moins avancés selon la FAO 13. Le marché oligopolistique, oligopole à franges, de la banane est libéralisé depuis 2006. Les exportations connaissent en conséquence des mutations rapides et récentes. 3 grandes destinations d'exportation de bananes par transport aérien subsistent. Les États-Unis depuis l'Amérique centrale, zone historique de la banane dollar. Le Japon depuis les Philippines. L'Europe depuis l'Afrique et l'Amérique latine. Pour donner un aperçu succinct en 2008 des dépendances économiques engendrées par l'économie bananière libéralisée, l'Amérique latine exporte 10,3 millions de tonnes de bananes, alors que l'Asie exporte 1,9 million. Le marché mondial de la banane est dominé à 60% par 3 multinationales américaines. Chiquita Brand International. Dole Fruits Company. Del Monte Food. En 2005, 87% du marché mondial est concentré dans 4 multinationales, Chiquita, Dole, Del Monte, FIF, et une entreprise internationale, Grupo Noboa, détenue par Accent et Gulvaro Noboa, détenteur de la marque Bonita, qui ont adopté des stratégies de processus, intégration verticale à l'exception de la phase productive 14, d'expansion, participation, fusion-acquisition, alliance, diversification, localisation, et de positionnement, de coût et de marché par produit, selon son prix et sa qualité 15. Au niveau macroéconomique, la part du prix final, payé par le consommateur, qui revient dans le pays producteur est de 10 à 20%. La part des hommes et des femmes qui travaillent dans les plantations est de 1,5 à 3%. Au Guatemala par exemple, la plupart des salariés de l'industrie de la banane ne gagnent pas le salaire minimum légal de 5 dollars par jour. Bien que l'économie bananière soit dominée par des plantations de moyenne et grande taille, il existe une dizaine de milliers de petits producteurs qui continuent de fournir le marché international. Marché mondial de la banane, modifier le code. Production, modifier le code. En termes de valeur de production, les bananes dessert et plantains se situent au 4e rang des plantes alimentaires d'importance au niveau mondial. 90% de la production est consommée localement principalement avec les bananes à cuire représentant 25% de la production mondiale de bananes. Les bananes exportées sont placées au 4e rang des produits de base au niveau mondial et au 3e rang en tant que fruits, derrière l'orange et le raisin. La production est assurée à 50% par un seul sous-groupe de bananes cultivées appelé Cavendish 16 qui est victime dans certains pays asiatiques de la maladie de Panama 17. La maladie qui frappe la Cavendish constitue un avertissement et il serait bon de songer à lui trouver une remplaçante au cas où elle devrait subir le même sort que la variété Gros Michel, elle aussi attaquée par un champignon, et disparue des étals depuis 1960. Principaux pays producteurs en milliers de tonnes en 200 à 1318. Pays production pour 100 monde. Un drapeau de l'Inde a de 27 575 25,7%. 2 drapeaux de la République populaire de Chine 12 075 11,2%. 3 drapeaux des Philippines 8 646 8%. 4 drapeaux du Brésil 6 893 6,4%. 5 drapeaux de l'Équateur 5 996 5,6%. 6 drapeaux de l'Indonésie 5 359 5%. 7 drapeaux du Guatemala 3 188 3%. 8 drapeaux de l'Angola 3 095 2,9%. 9 drapeaux de la Tanzanie 2 679 2,5%. 10 drapeaux du Burundi 2236 2,1%. 11 drapeaux du Costa Rica 2175 2%. 12 drapeaux du Mexique 2128 2%. 13 drapeaux de la Colombie 2099 2%.
14 drapeaux de la République socialiste du Vietnam 1893 1,8%. 15 drapeaux de la Thaïlande 1585 1,5%. Total monde 107 400 à 100%. Exportation mondiale, modifié le code E. En milliers de tonnes, 2004. Données de Fausta, FAO, et l'Express 19,20. Drapeau de l'Équateur 4 444. Drapeau des Philippines 2 383. Drapeau du Costa Rica 2008. Drapeau de la Colombie 1 468. Drapeau du Guatemala 964. Drapeau du Cameroun 262. Drapeau de la Côte d'Ivoire 229. Plus de 400 millions de personnes de 120 pays en développement dépendent de la banane, à la fois comme aliment de base et comme produit important pour le commerce local et international. De plus, les exportations de la banane sont une source de devises essentielle à l'économie de pays africains et américains, au point qu'elle y est qualifiée d'or vert 21. Accès au marché de l'Union européenne, modifié le code E. Article détaillé, conflit de la banane. En 1993, des quotas ont été fixés par région de production pour l'accès au marché de l'Union européenne mais, depuis, celle des Caraïbes a diminué au profit de l'Afrique, en particulier le Cameroun. En février 2006, une révision pour réduire le commerce des licences n'a pas porté ses fruits. La France dans les échanges, modifié le code E. La France est nette importatrice de bananes, d'après les douanes françaises. En 2014 ont été exportées mensuellement en moyenne 25 000 tonnes et importées 48 000 tonnes, avec un prix moyen observé à la frontière de 650 €/T22. Consommation, modifié le code E. Épluchage de bananes, Cameroun. Dans les pays producteurs, les bananes dessert et bananes plantains constituent une ressource alimentaire importante pour plus de 400 millions d'habitants des pays tropicaux de la planète 23. Au niveau mondial, les bananes et les bananes plantains sont la 4e denrée alimentaire de base, derrière le riz, le blé, et le maïs 24. Deux autres atouts majeurs font de la banane un élément alimentaire vital dans de nombreuses zones rurales pauvres: sa haute valeur nutritionnelle, riche en vitamines A, C et B6, par exemple, et sa production sans interruption pendant toute l'année. Dans les pays importateurs, même si la sécurité alimentaire des consommateurs ne dépend pas de la disponibilité de la banane, le fruit se trouve sur les étals toute l'année. En 2003, selon la FAO, les Suédois en consommaient 19 kg par habitant et par an, les Danois, 14 kg, et les Norvégiens, 13 kg. La pomme est le premier fruit consommé en France, part de marché en 2010, 22,6%, devant l'orange, 12,3%, et la banane, 12,2% 25. Valeur nutritive, modifié le code E. Banane crue. Valeur nutritionnelle moyenne. % G. Apport énergétique. Joule 306 kJ. Calories, 72,3 kcal. Principaux composants. Glucides 15,2 G. Moins amidon 0,36 G. Moins sucre 14,8 G. Moins fibres alimentaires 1,9 G. Protéines 0,98 G. Lipides 0,25 G. Eau 80,2 G. Cendre totale 0,97 G. Minéraux et oligo-éléments. Calcium 4,12 mg. Cuivre 0,082 mg. Fer 0,26 mg. Iode 0,00145 mg. Magnésium 34,9 mg. Manganèse 0,37 mg. Phosphore 24,7 mg. Potassium 360 mg. Sélénium 0,01 mg. Sodium 1,11 mg. Zinc 0,15 mg. Vitamine. Vitamine B1 0,035 mg. Vitamine B2 0,049 mg. Vitamine B3, ou PP,
0,68 mg. Vitamine B5 0,3 mg. Vitamine B6 0,38 mg. Vitamine B9 0,029 mg. Vitamine B12 0 mg. Vitamine C 2,07 mg. Vitamine D 0 mg. Vitamine E 0,33 mg. Vitamine K 0,0005 mg. Acides aminés. Acides gras. Source, Table de composition nutritionnelle des aliments SICAL 2016. Modifier. Consulter la documentation du modèle. Il existe trois grands types de bananes d'un point de vue alimentaire, les bananes dessert, les bananes à cuire, parmi lesquelles les bananes plantains occupent une place prépondérante, et les bananes à bière, en Afrique la bière de banane, Kazixi, de production artisanale ou industrielle. La banane est un fruit très énergétique, 90 kcal/100 g, et très riche en potassium, dont elle peut couvrir les besoins quotidiens. Nutritive, facile à digérer, elle est riche en hydrates de carbone, phosphore, calcium, vitamine A, B et C. Son apport en fer est faible, moins de 5% de l'apport quotidien pour un homme adulte, et il s'agit de fer non aminique qui est mal absorbé. Son goût est dû à l'acétate d'isoamyle. Elle est aussi vendue sous forme de nectar. La fleur de banane, baba figue, est également consommée par exemple à La Réunion en accompagnement du curry. L'index glycémique de la banane est assez élevé lorsque celle-ci devient très mûre. Son apport calorique est de 93,6 pour 100 g 26. Autre utilisation, modifier le code E. Milena Rodrigue Boniolo a testé la poudre de pelure de banane comme support de filtration des métaux lourds aux radionucléides de l'industrie nucléaire dans l'eau, et les usines d'engrais, cadmium contaminant naturel des phosphates. Cette poudre ajoutée à l'eau fortement mélangée durant 40 minutes en extrait environ 65% des métaux lourds, l'opération pouvant être répétée. Sa charge négative lui permet de fixer les ions métalliques positifs. 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 Lui permet de fixer les ions métalliques positifs.